Le 12 août 1840, plantation de Magnolia Grove, Louisiane. Une nuit où le lait de la bonté humaine se transforma en poison, et où la femme qui avait nourri 50 enfants blancs devint leur bourreau. Louisa Piquet, tel était le nom de cette femme qui, armée d'une lame de cuisine affûtée et d'un cœur ravagé par la perte, changea à jamais le destin de la famille Beauregard, l'une des plus riches dynasties de planteurs de sucre de Louisiane. Une esclave de maison, âgée de 26 ans, née pour servir de nourrice aux enfants du maître, tandis que ses propres bébés dépérissaient de faim. Mais cette nuit d'août, Louisa n'allaita pas. Elle ne consola pas. Elle ne nourrit pas. Louisa tua. Avec les mêmes mains douces qui avaient bercé les nourrissons blancs, elle ouvrit la gorge de 7 membres de la famille, alors qu'ils dormaient dans des draps de soie payés, avec son lait, et les tombes de ses enfants. Ceci est la véritable histoire de Louisa, une esclave qui décida que la maternité ne serait pas une bénédiction refusée, mais une malédiction rendue. Avant de continuer avec la vidéo, laissez un commentaire nous disant d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La lumière du matin rampait lentement à travers les champs de canne à sucre de Magnolia Grove, peignant les tiges de canne en or tandis que les ombres s'accrochaient aux quartiers des esclaves, comme des secrets trop sombres pour l'aube. L'air était lourd de la chaleur de la Louisiane et de l'odeur douceâtre et écœurante de la mélasse, une odeur devenue synonyme de souffrance dans ce coin du monde. La mousse pendait des chênes anciens comme des linceuls funéraires, et le bayou au-delà murmurait les voix de ceux qui avaient tenté de s'échapper et avaient échoué. C'était le pays des plantations, où le sucre était roi et les corps noirs la monnaie qui bâtissait les fortunes blanches. Louisa se déplaçait comme de la vapeur, lente, silencieuse, nécessaire, à travers les couloirs de la grande maison. À 26 ans, elle possédait une beauté qui avait été à la fois bénédiction et malédiction, avec une peau couleur café au lait et des yeux qui recelaient des profondeurs que les Blancs n'avaient jamais pris la peine d'explorer. Ses mains étaient douces de son travail d'intérieur, mais son dos était droit d'avoir porté des fardeaux qu'aucune femme ne devrait supporter. Elle était ce qu'ils appelaient une négresse de maison, élevée au-dessus des esclaves des champs, mais toujours piégée sous le poids de la propriété. Son rôle était spécifique, intime et dévastateur. Elle était la nourrice, la femme dont le corps devenait une fontaine de vie pour des enfants qui grandiraient pour posséder d'autres personnes comme elle. La grande maison s'élevait sur 3 étages, ses colonnes blanches brillant comme des os au soleil. À l'intérieur, des chandeliers de cristal captaient la lumière et projetaient des arcs en ciel sur les murs tapissés de portraits d'ancêtres. Beauregard. Chacun souriant avec la satisfaction d'une richesse bâtie sur la misère. La famille possédait Magnolia Grove depuis 3 générations, chacune plus prospère que la précédente, chacune plus convaincue de son droit divin à dominer les âmes humaines. Les quartiers de Louisa se trouvaient dans l'aile des domestiques, une petite pièce derrière la cuisine où elle pouvait être appelée à toute heure quand un bébé blanc pleurait pour du lait. Elle avait allaité des enfants blancs pendant 8 ans, son corps maintenu en production constante par un cycle de grossesse et d'ingestion forcée d'herbes qui maintenait son approvisionnement en lait même après la disparition de ses propres enfants. 8 ans à regarder des bébés blancs grossir et devenir en bonne santé, tandis que ses propres enfants maigrissaient et mouraient. 8 ans à voir son corps traité comme une ressource à exploiter, ses instincts maternels tordus pour le profit de la famille Beauregard.
Mais son silence n'était pas toujours une reddition. Parfois, c'est une tempête qui attend une faille dans le ciel. Le point de rupture était survenu 3 semaines plus tôt, un mardi qui avait commencé comme tous les autres. Louisa était dans la nurserie, nourrissant le dernier fils de Maître Charles, lorsqu'elle entendit les cris provenant des quartiers. Elle connaissait cette voix. Elle appartenait à sa sœur Célia, qui venait de donner naissance à des jumeaux 2 jours auparavant. Louisa tenta de se lever, tenta d'aller auprès de sa sœur, mais Madame Beauregard lui tint fermement le bras. « Finis d'abord de nourrir le bébé, » dit-elle avec la cruauté désinvolte d'une femme qui n'avait jamais remis en question son droit de privilégier le confort blanc sur la souffrance noire. Au moment où Louisa arriva au quartier, les 2 jumeaux étaient morts. Célia les serrait contre sa poitrine, se balançant d'avant en arrière, poussant un gémissement qui semblait s'élever de la terre elle-même. Les bébés étaient morts de ce que le docteur Blanc appelait un « échec de développement », mais Louisa savait mieux. Ils étaient morts parce que le lait de Célia s'était tari à cause du chagrin et de l'épuisement, parce qu'il n'y avait pas de nourriture à épargner pour les mères qui allaitaient dans les quartiers, parce que les bébés blancs buvaient en premier et les bébés noirs en dernier, voire pas du tout. C'est alors que quelque chose en Louisa cessa d'être humain. Pas pour eux, elle ne l'avait jamais été, mais pour elle-même. Elle commença à planifier cette nuit-là même, assise près des corps de son neveu et de sa nièce, regardant les larmes de Célia tomber comme de la pluie sur leurs visages immobiles. Louisa avait enterré 3 de ses propres enfants au fil des ans, des bébés qui étaient morts pendant qu'elle allaitait des enfants blancs, des bébés dont les noms n'avaient jamais été enregistrés dans aucun registre, des bébés qui n'étaient que des notes de bas de page dans l'histoire principale de la vie de la plantation. Mais ces jumeaux étaient différents. Leur mort s'accompagnait de témoins, de l'indifférence désinvolte de Madame Beauregard, de la prise de conscience qu'aucun enfant noir n'aurait jamais autant d'importance qu'un enfant blanc. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait, lentement, de manière contrôlée, en attendant. La famille Beauregard se composait de 7 membres vivant dans la maison principale. Maître Auguste Beauregard, 54 ans, le patriarche qui avait hérité de la plantation de son père et l'avait transformé en un empire sucrier. C'était un homme qui croyait à l'ordre divin des choses, qui citait les Écritures pour justifier l'esclavage et parlait de sa bienveillance envers sa propriété humaine. Sa femme, Constance, 49 ans, était une belle de Charleston qui avait apporté sa propre dot d'esclave au mariage et les traitait avec la cruauté particulière d'une femme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Leur fils aîné Charles, 28 ans, s'était récemment marié et était revenu à la plantation avec sa femme Marie, 23 ans, une fleur délicate qui avait déjà donné 2 filles à l'héritage Beauregard. Charles était préparé à prendre la relève de la plantation, apprenant le commerce de transformer la chair humaine en profit avec la même attention qu'un autre homme pourrait accorder à l'élevage de chevaux. Marie était de nouveau enceinte, et Louisa avait reçu l'instruction de se préparer à une nouvelle période d'allaitement une fois le bébé arrivé. Le fils cadet, Henri, 24 ans, était ce qu'ils appelaient le « enfant à problème », un ivrogne et un joueur qui passait ses nuits dans les bordels de la Nouvelle-Orléans et ses journées accuvaient ses excès. Il n'avait aucun intérêt pour la vie de la plantation, mais se contentait de vivre de ses profits sans y apporter que du scandale au nom de la famille. Enfin, il y avait la fille, Isabelle, 22 ans, célibataire et de plus en plus désespérée par son statut de vieille fille,
déchargeant ses frustrations sur les esclaves de maison avec une méchanceté croissante. Chacun d'eux avait tété le sein de Louisa à un moment donné. Chacun d'eux avait tiré sa subsistance de son corps pendant que ses propres enfants mouraient de faim. Chacun d'eux devait sa robuste santé à un lait qui aurait dû aller à des bébés noirs morts, faute de celui-ci. Elle les nommait un par un, comme des malédictions murmurées dans l'obscurité. La planification de Louisa était méticuleuse, éclairée par 8 ans de connaissance intime des routines de la famille. Elle savait que Maître Auguste prenait du laudanum pour son mal de dos et serait profondément endormi avant minuit. Elle savait que Madame Constance gardait une bouteille de xérès dans sa table de chevet et se buvait jusqu'à l'inconscience la plupart des nuits. Elle savait que Charles et Marie dormaient profondément après leur activité du soir et qu'Henri s'évanouissait généralement ivre avant de s'être complètement déshabillé. Seule Isabelle pourrait poser problème. Elle avait le sommeil léger, était paranoïaque au sujet des révoltes d'esclaves et gardait un petit pistolet dans sa chambre. L'arme venait de la cuisine, où Louisa travaillait lorsqu'elle n'allaitait pas. C'était un couteau à désosser, fin et aiguisé, utilisé pour préparer les repas élaborés qui nourrissaient la famille Beauregard, tandis que les esclaves mangeaient des restes et des épluchures. Elle l'avait aiguisé pendant plusieurs nuits, testant le tranchant sur des lanières de cuir jusqu'à ce qu'il puisse couper la chair comme du beurre. Le couteau lui semblait juste dans sa main, équilibré et familier, une extension de sa volonté. Pendant 3 semaines, elle porta ce couteau avec elle, enveloppé dans un torchon de cuisine et caché dans les plis de son tablier. Elle traversa ses journées avec un calme qui inquiétait les autres esclaves, allaitant les bébés blancs avec les mêmes mains qui allaient bientôt ôter des vies blanches. Elle les sentait avec elle durant ces dernières semaines. Les jumeaux de Célia, ses propres enfants perdus, tous les bébés noirs qui étaient morts pendant qu'elle nourrissait les blancs. Il s'asseyait avec elle dans l'obscurité, lui murmurait dans les moments entre le sommeil et l'éveil, lui rappelant que certaines dettes ne pouvaient être payées que par le sang. La nuit qu'elle choisit était parfaite dans sa malfaisance ordinaire. Les Beauregard avaient reçu des invités. D'autres familles de planteurs venus admirer l'usine à sucre et discuter des dernières méthodes de contrôle des esclaves. Ils mangeaient, buvaient et riaient, tandis que dans les quartiers, Célia n'avait toujours pas parlé depuis la perte de ses jumeaux. L'ironie n'échappait pas à Louisa. Ils célébraient leur prospérité bâtie sur le lait volé et les bébés noirs morts, tandis qu'elle se préparait à recouvrer la dette qu'ils n'avaient jamais reconnue. Elle commença par les enfants, car ils seraient les plus dangereux s'ils se réveillaient. Les 2 garçons de Charles et Marie dormaient dans la nurserie, la même pièce où Louisa avait passé d'innombrables heures à les allaiter. Elle entra comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant, mais au lieu d'apporter le réconfort, elle apporta le jugement. Le garçon plus âgé, Jean-Baptiste, 4 ans, se réveilla alors qu'elle s'approchait de son lit. « Nounou Louisa » murmura-t-il, utilisant le petit nom qu'il lui donnait. Elle le regarda, cet enfant qu'elle avait allaité et bercé, et un instant sa détermination vacilla. Mais elle se rappela alors son propre fils, Jacques, mort à 3 mois pendant qu'elle allaitait ce même enfant. Elle se rappela avoir tenu le petit corps de Jacques, tandis que ses seins la faisaient souffrir d'un lait qui irait à Jean-Baptiste à la place. Elle se rappela l'avoir enterré dans le cimetière des esclaves, sans aucune marque, sans cérémonie, sans reconnaissance qu'il ait jamais existé. Le couteau s'abattit rapidement et sûrement. Jean-Baptiste ne fit aucun bruit au-delà d'un petit râle,
ses yeux écarquillés par la confusion plutôt que la peur. Le plus jeune garçon, Philippe, ne se réveilla jamais. 2 coups rapides, et la nurserie tomba dans le silence. Louisa ne ressentit rien d'autre qu'un étrange sentiment d'achèvement, comme si un grand livre avait enfin été équilibré. Elle se dirigea ensuite vers la chambre principale, où Auguste et Constance dormaient dans leur lit à baldaquin, drapés d'une moustiquaire. Le laudanum et le xérès avaient fait leur effet. Tous deux dormaient profondément, ronflant doucement. Louisa écarta la moustiquaire comme un rideau et pénétra dans leur espace protégé. Pendant 8 ans, il l'avait appelée à cette maison à toutes les heures, l'avait tirée de son sommeil pour allaiter leurs enfants, avait traité son corps comme une ressource à gérer. Maintenant, elle était ici à ses propres conditions. Auguste mourut le premier, le couteau glissant entre ses côtes avec une précision chirurgicale. Il y eut une seule secousse, les yeux s'ouvrant en grand, mais le laudanum le tint dans son étreinte, et il s'enfonça dans les oreillers sans un bruit. Constance fut la suivante, la femme qui avait tenu le bras de Louisa pendant que les bébés de sa sœur mouraient, qui avait privilégié le confort blanc à la souffrance noire avec une indifférence désinvolte. Le couteau trouva sa gorge, et son dernier souffle fut un murmure qui aurait pu être de surprise ou de prière. 2 abattus. 3 à faire. La chambre de Charles et Marie était au bout du couloir, et Louisa s'y dirigea avec la même efficacité silencieuse qu'elle avait utilisée pour allaiter leurs enfants. Ils avaient bu du vin au dîner et s'étaient retirés tôt, Marie se plaignant de fatigue de grossesse, tandis que Charles parlait d'agrandir la sucrerie. Ils dormaient enlacés, la tête de Marie sur l'épaule de Charles, l'image du bonheur domestique bâti sur les fondations de l'esclavage humain. Louisa se tint un instant au-dessus d'eux, se souvenant de la première fois qu'elle avait allaité Charles bébé, comment il l'avait regardé avec des yeux innocents tout en tirant la vie de son corps. Elle avait 17 ans alors, en deuil de sa propre fille, un nourrisson décédé de la fièvre, tandis que l'attention de Louisa était dévouée à cet enfant blanc. Maintenant, Charles était un homme, un père, un maître d'esclaves, perpétuant le système qui avait tué ses enfants. Le couteau trouva Charles d'abord, puis Marie, leur sang se mêlant, sur les draps comme une communion impie. Les yeux de Marie s'ouvrirent brièvement, croisèrent ceux de Louisa, et à cet instant, il y eut une lueur de reconnaissance, une compréhension que ce n'était pas une violence aléatoire, mais une justice calculée. Puis, elle s'éteignit, et la pièce tomba dans le silence, sauf le tic-tac de la pendule de cheminée. 3 abattus, 2 à faire. Henri était dans son état habituel, ivre et évanoui dans ses vêtements, une bouteille de bourbon renversée sur le sol à côté de son lit. Il sentait l'alcool, le tabac et l'odeur particulière d'un homme qui n'avait jamais connu de conséquences. Louisa l'avait aussi allaité, l'avait vu passer d'un bébé exigeant à un adulte dépensier qui ne contribuait à rien, mais prenait tout. Sa mort fut presque anticlimatique, une coupure rapide à travers la gorge, et il s'écroula en avant sans jamais se réveiller. 4 abattus. 1 à faire. Isabelle était la dangereuse, et Louisa s'approcha de sa chambre avec une prudence accrue. La porte était fermée à clé, mais Louisa connaissait la clé de rechange cachée sous la latte de parquet lâche. Elle avait nettoyé cette pièce 1000 fois, avait mémorisé chaque cachette et chaque secret. La serrure cliqueta doucement, et elle ouvrit la porte avec précaution. Isabelle était éveillée. Elle s'assit dans son lit, pistolet déjà à la main, les yeux écarquillés de terreur et de compréhension. Un instant,
Les deux femmes se fixèrent du regard à travers la pièce. L'esclave qui avait nourri la famille et la fille qui avait grossi grâce à ce lait volé. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura Isabelle, sa voix ferme malgré le pistolet tremblant dans sa main. « J'ai toujours su que vous vous souviendriez de ce que nous avons pris. » Louisa ne dit rien. Il n'y avait pas de mots pour ce moment, pas de discours qui aurait pu combler le fossé entre elle ou expliquer 8 ans de chagrin accumulé. Elle avança simplement, et Isabelle pressa la gâchette. Le coup partit à côté, la poudre brûlant l'épaule de Louisa, mais ne parvenant pas à arrêter son avance. Isabelle tenta de recharger, les mains tremblantes, mais Louisa était déjà là, le couteau trouvant sa cible avant que le second coup ne puisse être tiré. Le dernier mot d'Isabelle fut « S'il vous plaît », mais la miséricorde n'était pas ce que Louisa portait dans ses mains. 5 abattus. Tous réglés. Elle se tenait dans le silence de la grande maison, entourée des corps de la famille qu'elle avait nourrie et servie. L'horloge grand-mère dans le couloir sonna minuit, marquant la fin d'un jour et le début d'un autre. Dans quelques heures, les esclaves de maison découvriraient le carnage, et son temps serait révolu. Mais pour l'instant, elle était seule avec son jugement. Louisa se rendit une dernière fois à la nurserie, baissant les yeux vers les enfants qu'elle avait tués. Là, elle ne ressentit aucun remords, seulement un étrange sentiment d'équilibre restauré. Ses enfants blancs avaient bu son lait pendant que des bébés noirs mouraient de faim. Maintenant, ils étaient égaux dans la mort, tous retournés à la terre, qui ne se souciait pas de la couleur de leur peau. Elle ne tenta pas de fuir. Lorsque le cuisinier découvrit les corps à l'aube et donna l'alerte, Louisa était assise dans la cuisine, toujours dans sa robe tachée de sang, tenant toujours le couteau. Elle l'avait lavé soigneusement et l'avait remis dans son tiroir, comme si elle finissait simplement ses tâches. Les hommes blancs venus l'arrêter la trouvèrent là calme, sans résistance, presque sereine. « Pourquoi ?» demanda le shérif Thibaudot, fixant cette petite femme noire qui avait détruit l'une des familles les plus éminentes de la paroisse. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Louisa le regarda avec des yeux qui contenaient 8 ans de lait volé et de bébés mortes. « Ils ont pris la nourriture de mes enfants, » dit-elle simplement. « Alors j'ai pris leurs enfants. » Le procès était une conclusion inévitable. Aucun jury blanc en Louisiane n'aurait épargné une esclave qui avait assassiné une famille blanche entière, quelles que soient les circonstances. Il ne voulait pas entendre parler de bébés noirs morts, de lait volé, ou de l'agonie particulière de voir ses propres enfants mourir de faim en allaitant des enfants blancs. Il voulait une justice rapide, un message clair que de telles rébellions ne seraient pas tolérées. Louisa assista aux procédures en silence, tout comme elle avait assisté à 8 ans de service. Le procureur la dépeignit comme un monstre, une sauvage qui avait remboursé la bonté chrétienne par une violence ingrate. L'avocat de la défense, nommé par le tribunal, proposa seulement qu'elle était clairement folle. Qu'est-ce qui d'autre pourrait expliquer de telles actions? Mais Louisa n'était pas folle. Elle était une mère qui avait évalué le coût et trouvé le prix acceptable. Quand on lui demanda si elle avait des derniers mots, elle se leva et parla avec la même autorité tranquille qu'elle avait utilisée pour s'occuper des enfants. « J'ai allaité 50 bébés blancs pendant que les miens mouraient de faim, » dit-elle. « J'ai donné mon lait, mon corps, ma maternité à des enfants qui grandiraient pour posséder d'autres personnes comme moi. »
Chaque enfant blanc qui a vécu grâce à mon lait a été acheté par la mort d'un enfant noir. J'ai simplement équilibré les comptes. La sentence fut la mort par pendaison, à exécuter publiquement comme avertissement aux autres esclaves. Louisa reçut le verdict avec le même calme qu'elle avait montré tout au long du procès. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Le reste n'était que procédure. Le matin de son exécution, le 15 septembre 1840, la place de la ville de Bâton Rouge se remplit de spectateurs avides de voir la justice rendue. Ils vinrent s'attendant à assister à la mort d'un monstre, mais ce qu'ils virent fut une petite femme noire qui marcha vers la potence avec une dignité tranquille, la tête haute, les yeux fixés sur quelque chose au-delà de leur compréhension. Le prêtre offrit de prier avec elle, mais Louisa refusa. Elle avait fait de la paix avec Dieu et l'avait trouvé manquant. Quel genre de divinité permettait au bébé de mourir de faim pendant que d'autres se gavaient de lait volé? Quand ils lui passèrent la corde au cou, elle regarda la foule de visages blancs et prononça ces derniers mots. « Souvenez-vous de mon nom, dit-elle. Louisa Piquet. Souvenez-vous que j'étais une mère avant d'être votre esclave. » La trappe s'ouvrit et elle entra dans la légende. Mais la mort ne fut pas la fin de l'histoire de Louisa. En quelques semaines, des murmures commencèrent à se répandre dans les quartiers des esclaves de Louisiane et au-delà. Ils parlaient de la nourrice qui avait équilibré les comptes, qui avait fait payer aux familles blanches la mort des enfants noirs avec leur propre sang. Son histoire voyagea à travers les réseaux souterrains qui reliaient plantation à plantation, portés par les travailleurs des champs et les esclaves de maison, les cochers et les artisans, tous ceux qui comprenaient l'horreur particulière de regarder les enfants noirs mourir tandis que les blancs prospéraient. Elle devint un avertissement et une inspiration, la preuve que même les formes d'oppression les plus intimes pouvaient être transformées en armes de résistance. Les nourrices à travers le Sud commencèrent à regarder leurs protégés blancs avec de nouveaux yeux, se souvenant de leurs propres enfants perdus, calculant leurs propres dettes. Certains parlaient d'avoir trouvé du ver dans leur lait, de bébés blancs qui tombaient mystérieusement malades après l'allaitement, d'étranges accidents qui arrivaient aux enfants qu'elles étaient forcées de nourrir. Les autorités tentèrent de supprimer l'histoire, mais il était trop tard. Louisa Piquet avait montré que les violences les plus intimes de l'esclavage pouvaient être répondues par une vengeance intime, que la femme qui nourrissait pouvait aussi détruire, que l'amour maternel pouvait se transformer en fureur maternelle lorsqu'il était poussé au-delà de l'endurance. Dans les quartiers, les mères commencèrent à raconter à leurs filles l'histoire de Louisa quand elles atteignaient l'âge adulte, les avertissant de l'enfer spécial réservé aux femmes noires sous l'esclavage, mais leur montrant aussi que la résistance était possible même dans les positions les plus impuissantes. Elle chantait son nom dans les berceuses, le gravait dans l'écorce des arbres, se souvenait d'elle chaque fois qu'elles étaient forcées de privilégier le confort blanc sur la souffrance noire. Des années plus tard, pendant la guerre civile, les soldats de l'Union découvriraient d'étranges hôtels dans les quartiers d'esclaves abandonnés, des collections de vêtements de bébés et de biberons vides, de petites tombes marquées seulement des initiales LP. Les esclaves libérés qui restaient raconteraient aux soldats l'histoire de la nourrice qui avait équilibré les comptes, qui avait fait payer aux familles blanches en sang ce qu'elles avaient volé en lait. Aujourd'hui, les historiens débattent si Louisa Piquet était une personne réelle
ou une figure composite, un symbole créé par la communauté asservie pour incarner leur résistance à l'une des pratiques les plus cruelles de l'esclavage. Mais dans la mémoire collective de ceux qui ont vécu l'institution particulière, elle reste aussi réelle que le lait qui a nourri les enfants blancs et les tombes qui ont contenu les enfants noirs. Son histoire nous rappelle que l'esclavage n'était pas seulement une question de travail et d'économie, mais aussi des violations les plus intimes imaginables. Le vol de la maternité elle-même, la séparation forcée des mères de leurs enfants, la cruelle ironie des femmes noires nourrissant des bébés blancs pendant que les leurs souffraient de la faim. Elle nous rappelle que la résistance a pris de nombreuses formes, du subtil au spectaculaire, et que parfois les personnes les plus impuissantes trouvaient les moyens les plus dévastateurs de se défendre. En fin de compte, Louisa Piquet devint ce qu'on lui avait toujours refusé d'être, une mère qui protégeait ses enfants, même si cette protection prenait la forme de la vengeance plutôt que de la tendresse. Elle paya le prix ultime pour sa résistance, mais ce faisant, elle s'assura que son histoire survivrait au système qu'il avait créé. La nourrice qui avait nourri 50 bébés blancs pendant que les siens mouraient de faim devint la femme qui montra que même les formes d'oppression les plus intimes portent en elles les germes de leur propre destruction. Elle prouva que l'amour et la fureur ne sont pas des opposés, mais deux faces de la même pièce, et que parfois, le plus grand acte de maternité est la volonté de mourir, pour le principe que tous les enfants, noirs et blancs, méritent de vivre. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir aux coups cachés de l'oppression et aux formes inattendues que la résistance peut prendre, alors elle n'a pas été racontée en vain. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire partageant vos réflexions et partagez cette histoire avec d'autres qui ont besoin de comprendre que l'histoire n'est pas seulement faite de dates et de batailles, mais aussi des drames humains intimes qui ont façonné notre monde. Souvenez-vous de Louisa Piquet et souvenez-vous que même dans les moments les plus sombres, quelqu'un tient toujours les comptes